Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 8e épisode de Slow Marketing, la suite de ma discussion avec Adélaïde Boucher, entrepreneuse dans la tech. Si tu n'as pas écouté l'épisode précédent, arrête tout et va écouter l'épisode 7. Sinon, aujourd'hui, on va parler avec Adélaïde de segmentation et positionnement, de something washing et d'astroturfing, et enfin d'exemples inspirants d'entreprises appliquant l'éco-marketing. Allez, bonne écoute! Un autre point que je voulais avoir avec toi aujourd'hui, c'était, tu parles de Responsible STP pour segment, cible et positionnement en français. Pourquoi, selon toi, un marketing responsable ne s'arrête pas juste à son à l'impact environnemental du produit, mais aussi à toute la promotion et ce qu'il engendre derrière? Ok, juste pour resynthétiser, mais le marketing responsable pour moi c'est trois choses, c'est responsible STP, donc segmenting, targeting, positioning, responsible mix, donc mix produit, donc les 4 P, produit, promotion, distribution et price, et après business model. Voilà, pour moi vraiment le marketing vraiment responsable par ces trois choses. Pour parler spécifiquement du STP, donc de la segmentation, du targeting et du positionnement, j'adore citer, il y a un exemple qui est d'ailleurs dans le cours, c'est je sais pas si tout le monde est familier avec les cigarettes électroniques jetables qui s'appellent Puff. C'est une marque, je pense, américaine, mais peut-être pas, je suis pas sûre à Mhm. 100%. Qui est arrivée comme une déferlante il y a, je pense, quelques années maintenant. Donc il y a une version avec et sans nicotine. Et la spécificité de ces cigarettes électroniques, c'est qu'elles sont aromatisées, toujours à des goûts ultra sucrés, genre barbe à papa, etc. Maintenant, il y a plein de concurrents à Puff, hein, d'ailleurs, qui sont positionnés de la même façon. Le problème de ces cigarettes électroniques, c'est que c'est un accès à la nicotine qui est entre guillemets beaucoup plus agréable qu'une cigarette traditionnelle, j'ai envie de dire. Du coup, ça a donné envie à plein de personnes qui soit avaient arrêté de fumer, soit qui n'aimaient pas la fumée de cigarette à proprement parler en Mhm. fait, de consommer de la nicotine. Et ça, pour moi, c'est vraiment signature d'un très très mauvais targeting. Après, c'est aussi enfin, c'est aussi un produit sur lequel on pourrait discuter. Est-ce que les cigarettes devraient être légales ou pas, etc. Mais en tout cas, ce produit-là spécifiquement dans la famille des produits à base de nicotine, c'est clairement un produit ultra problématique. C'est-à-dire qu'on a un problème de santé mondiale de cigarettes et Ouais. on a quelqu'un qui lance une innovation qui rend l'accès à cette drogue, puisque c'est une drogue, hein, on peut quand même se le dire, encore plus agréable. Et évidemment, ça pose un problème. Et là où le problème se va encore plus loin, c'est qu'en plus, du coup, ça a donné envie à des personnes mineures de consommer de la nicotine parce que du coup, c'est ultra sucré, etc. C'est comme un bonbon. Du coup, évidemment, ça aussi, c'est un problème. Et après, il y a encore un autre problème en surcouche à ce produit, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas très très sûr que le fait de consommer de la cigarette électronique, ce soit plus ou moins bien que des cigarettes traditionnelles. Il y a des choses qui sont moins pires, il y a des choses aussi qui sont pires parce qu'on a vu qu'il y a des problèmes au niveau des poumons qu'on n'avait jamais détectés avec des cigarettes traditionnelles, etc. Donc pour moi, c'est vraiment le cas clinique d'une segmentation, d'un targeting et d'un positionnement d'un produit qui est totalement irresponsable. C'est-à-dire que on donne accès à une drogue de façon ultra agréable, c'est ultra facile, tu peux fumer partout. Enfin, c'est vraiment pour moi un cas clinique. Voilà, donc c'est hyper important que le STP soit responsable. Parce que en fait, si on peut développer le produit le plus responsable du monde par ailleurs, si à la fin le produit il n'a pas un impact positif sur les consommateurs, bah en fait on a juste consommé des ressources pour quelque chose qui n'a pas un impact positif sur les gens, quoi. Ouais, complètement. Puis il me semble, dans ton exemple, que toute leur communication ciblait en grande majorité les mineurs et les jeunes, notamment avec des visuels
de boîtes de nuit où on voyait que des personnes très jeunes en train d'utiliser leurs produits, etc. Enfin, il me semble que leur communication a été interdite d'ailleurs en Europe, si je dis pas de bêtises. Oui, yes. Et oui, c'est clairement orienté 18-25. Du coup, ça rejoint un peu ma question suivante. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le concept de something washing? Oui, alors ça, c'est un peu moi qui ai créé ce mot parce que en fait, on commence à avoir beaucoup de mots, greenwashing, social washing, woke washing, purpose washing. Il y a plein de gens qui s'amusent à faire le linge plus blanc que blanc. Du coup, je voulais regrouper ça dans un même truc pour les étudiants et les étudiantes parce que pour moi, c'est important de faire passer un message autour du fait que les entreprises trichent. Et plus ou moins consciemment, hein, d'ailleurs, parfois. Parfois, c'est très conscient, parfois, ça l'est moins. Mais les entreprises trichent et du coup ils font du washing d'un peu tout et n'importe quoi de nos jours. Les entreprises à mission sont arrivées, on a plein de gens qui sont mis à avoir des missions, enfin un purpose en anglais, avec parfois des qualités de mission tout à fait discutables, etc. Donc moi j'appelle ça le something washing parce qu'il y a plein de choses que les entreprises ont envie de wash aujourd'hui, de leurs enjeux écologiques jusqu'à leur purpose. Voilà. Et ça, c'est une tendance de fond dans le marché et je pense que c'est important de l'avoir en tête. J'enchaîne sur un autre terme, un autre concept que j'ai découvert aussi dans ton cours. C'est l'astroturfing. Donc derrière ce mot un petit peu bizarre, qu'est-ce qui se cache? Ok, alors on connaît pas très bien en Europe déjà. C'est plus un problème nord-américain qui est Ok. lié à la structure du lobbying du marché nord-américain. Dans les faits, on en a aussi en Europe, mais vraiment les exemples les plus marquants sont principalement aux US en fait. Mhm. Il y a un très bon épisode de Jenny Oliver sur ce sujet. J'invite tout le monde vous allez halluciner. Enfin, je trouve ça vraiment très intéressant. C'est quoi l'astroturfing? C'est très simple. C'est le fait de créer un faux mouvement derrière un mouvement social pour appuyer un projet quelconque. Je vais donner un exemple parce que comme ça, c'était un peu bizarre et pas très clair. Par exemple, aux US, c'est hyper à la mode qu'il y ait des genres d'associations 1901 qui se créent, qui sont fundées par des individuels de façon anonyme le plus souvent, pour défendre certains mouvements. Et en fait, je vais donner un exemple. Par Mhm. exemple, quand il y a des grands combats sociaux sur les minimum wage, sur les salaires Ouais. minimums, c'est pas rare qu'il y ait plusieurs patrons de l'industrie qui se regroupent derrière une association 1901 pour aller, pour soi-disant donner la parole aux employés, pour que les employés disent qu'ils s'en fichent du minimum wage, ce qui est toujours un petit peu bizarre, mais voilà, et aillent défiler dans la rue. En général, du coup, ça va être des acteurs ou des actrices qui sont embauchés. Il y a des boîtes spécialisées dans le recrutement de ce genre de profil d'acteurs et d'actrices pour faire des actions. Voilà. Et tout ça, donc ça a un impact sur la sphère privée des entreprises, business, mais ça a aussi un impact public. Par exemple, il y a des boîtes, dans l'épisode de Johnny Oliver, je crois qu'il y a un mec qui est payé pour aller se plaindre auprès d'une audience publique de sa mairie locale, enfin, Mhm. que des trucs absolument hallucinants. Voilà, c'est ça l'astroturfing, c'est le fait d'en gros planter un mouvement, plant au sens anglais, mais implanter de façon forte et non fondée un mouvement pour défendre quelque chose sans dire vraiment qu'il le défend. Ah ouais, c'est vraiment dingue en fait, quoi. Ça doit être des budgets, mais enfin, j'ose même pas imaginer, quoi. Enfin, Je pense que c'est très confidentiel. Et il y a des choses très graves. Il y a par exemple, on le voit dans l'épisode de Johnny Weaver, je crois qu'il y a un médecin qui va faire des faux témoignages sous prétexte qu'il n'est pas sous serment auprès d'un tribunal, etc. Enfin, c'est des choses qui sont pour moi très graves en fait. C'est-à-dire il y a des mouvements d'astroturfing qui sont un peu rigolos, mais il y en mhm. a qui ont des impacts beaucoup plus forts et surtout qui font reconsidérer le système légal, le système démocratique dans son ensemble. C'est plus un phénomène nord-américain, mais après j'imagine qu'il doit y en avoir à l'échelle à l'échelle européenne. Ça peut passer par peut-être des organisations qui vont recevoir des financements pour soutenir certaines positions lors de débats légaux, etc. Je pense que ça va avoir lieu aussi en Europe, mais ça doit être fait un petit peu différemment, etc. Oui, finalement, avec les lobbies, l'Union européenne, enfin, tu dois avoir aussi des choses pas forcément très claires. Moi, ça m'a fait, je sais pas pourquoi ça me fait penser direct aux publicités pour les produits laitiers. Oh, mais bien Ouais, sûr. elles me rendent dingue, celles-ci. Genre les produits laitiers, c'est un
Mais même, mais dans une autre mesure, hein, à chaque fois que des entreprises se sont mises derrière des organisations tierces pour défendre leurs produits, Mhm. ça peut l'être dans une certaine mesure. On pense aux cigarettiers à l'époque, qui s'étaient rejoints pour payer des docteurs pour expliquer que les cigarettes c'était pas si pire. Enfin, ça a existé. C'était beaucoup plus obvious probablement qu'aujourd'hui. Mais oui, oui, bien sûr, hein, oui. C'est comme à un moment, je sais pas, je crois que quand, je sais pas, moi j'ai une trentaine d'années, je me rappelle à un moment, il y avait une campagne pour expliquer que le sucre de betterave, c'était beaucoup mieux que le sucre de canne, je crois, ou ce genre de choses. Ouais. Alors qu'en fait, du saccharose, c'est du saccharose, en fait, ça change pas grand-chose à l'échelle du corps humain, qu'on mange du sucre de canne ou du sucre raffiné de betterave, en fait, c'est la même molécule à la fin. Voilà. Mais ils avaient trouvé plein d'études pour dire à quel point c'était mieux. Alors c'était peut-être mieux pour la planète parce que les betteraves elles sont faites en France, donc quitte à choisir un sucre qu'on mange en Europe, c'est peut-être mieux de manger un sucre qui ne vient pas de loin. Mais en termes de santé, qui était l'argument mafieux de l'époque, ça ne changeait rien. Mm. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qu'il faut toujours garder en tête. C'est que dans tous les cas, les entreprises, elles ont pour objectif de vendre leurs produits et qu'elles ont toujours les moyens de trouver le médecin qui va, le diététicien qui va supporter leur thèse, etc. Et de aussi manipuler les consommateurs via des messages soi-disant scientifiques ou. Ah, mais moi, dans le cours, à chaque fois, j'aime bien rappeler aux étudiants et aux étudiantes que un bon marketing peut faire à peu près croire tout et n'importe quoi à n'importe qui. Enfin, honnêtement, voilà. Les pratiques de marketing aujourd'hui, elles sont tellement rodées, les pratiques de com aujourd'hui sont tellement rodées que on peut faire un peu croire à n'importe quoi à n'importe qui. Surtout, on on n'a pas vrai, enfin, les marketeurs aujourd'hui ont assez peu de scrupules à le faire puisque ils sont littéralement payés pour faire vendre des choses. Donc en fait, c'est littéralement leur travail. Donc à partir de là, c'est sûr que ça pose un problème. Moi, l'industrie de la food, at large, hein, donc tout l'agro, Mhm. c'est vraiment une industrie qui me passionne. Je crois que dans le cours, il y a je fais une rétro de tous les scandales alimentaires Ouais. et on voit qu'en fait, après la Seconde Guerre mondiale, il y a un changement radical dans la gestion des scandales alimentaires. Avant, c'était des scandales déjà beaucoup plus petits parce que la supply chain mondiale était pas mondialisée justement, etc. Et aussi, c'était des erreurs en général, genre il y avait quelque chose qui était tombé ou enfin il y avait pas. À partir de la Seconde Guerre, on rentre dans un marketing de masse, dans une supply chain mondialisée, etc. Et là, c'est plus des erreurs qui font les scandales alimentaires. Ce sont en général c'est une volonté de cost killing. Donc on remplace un produit qui était utilisé historiquement dans la composition d'un aliment par un autre produit moins cher. Et on sait ou on sait pas d'ailleurs que ça peut avoir des impacts sur la santé et on s'en rend compte une fois que le produit est distribué. Et là arrive un scandale. On pense à tous les scandales qu'il y a eu sur le vin. C'était au milieu du XXe siècle avec beaucoup en Europe de l'Est, etc. Enfin, il y en a eu plein. Et du coup, les gens savaient hein, pertinemment que c'était mauvais pour la santé, mais continuaient à utiliser des substances qui avaient un impact négatif sur la santé des consommateurs et des consommatrices euh, sans en parler et pour faire du cost-killing. L'industrie de l'agro a beaucoup à dire sur le sujet de l'irresponsabilité vis-à-vis des compositions. Et après, le deuxième grand exemple, c'est la cosméto et les Mhm. produits d'hygiène. On sort d'un siècle d'enfer de dégradation de la qualité des produits d'hygiène et de cosméto sous réserve de cost killing. On est en train d'en sortir gentiment avec un peu plus de transparence, des marques qui se lancent sur ce sujet, etc. Mais dans les faits, des très grandes marques pourraient, enfin, s'ils faisaient l'exercice de transparence de montrer les évolutions de leur composition sur le dernier siècle, je pense qu'il y a deux trois personnes qui dormiraient pas bien la nuit. Et du coup, c'est marrant, ça me fait le lien avec un autre sujet que j'avais en tête, mais avec la cosméto, ça fait le pont, c'est sur le côté social et sur enfin, moi, ce qui me scandalise avec les publicités dans la cosmétologie, c'est le côté, c'est le sexisme, quoi, en fait. Et là, t'y à tous les niveaux. C'est dans les messages, dans le pricing, dans
dans le positionnement. Aussi, la cosméto, c'est une industrie ultra complexe parce que on touche à beaucoup de choses. On touche aussi bien à la qualité du produit en elle-même, qui peut avoir un impact sur la santé des gens. On touche à la représentation que les gens se font d'eux-mêmes. Donc du coup, Ouais. ça laisse la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et tu touches ensuite à un autre sujet qui est plus lié aux finances des gens, mais les gens sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour le sujet de la jeunesse éternelle, etc., Mhm. qui est un sujet de peur très courant chez les êtres humains. Hein. On a tous peur de vieillir, on a tous peur de mourir, en fait. Et du coup, ces trois trucs font que là, ça laisse un champ libre à la cosméto absolument phénoménal pour faire un peu tout et n'importe quoi. Et en plus, la réglementation sur les reasons to believe de la cosméto est à la traîne. On a aujourd'hui des produits de cosméto qui revendiquent des études qui sont pourries, jamais en double aveugle, etc. Mais ça pose pas de problème parce que ça n'a pas été réglementé. Donc Mhm. c'est comme ouais, tous les produits de cosméto qui disent ah oui, l'étude a été faite sur 25 femmes en self-study, tu vois. Ouais. Ouais, ok. Est-ce que tu devrais pouvoir faire une reason to believe avec une étude sur 25 meufs en self-evaluation? Franchement, je pense pas. Enfin, tu vois, décemment, intellectuellement, on se rend tous bien compte et toutes que c'est pas satisfaisant. Là, pour moi, par exemple, le législateur a un rôle à jouer. Aujourd'hui, les produits pharmaceutiques, ils peuvent pas faire, mais même les produits pharmaceutiques Mhm. plus esthétiques, du coup, je parle pas des médicaments, mais des produits où le pronostic vital n'est pas en danger, etc. Ils peuvent plus faire n'importe quoi en matière de communication. Euh, je pense qu'en fait, la plupart de ces règles seraient applicables dans une certaine mesure au moins au monde de la cosméto. Est-ce que c'est souhaitable pour L'Oréal? Je ne pense pas. Est-ce que c'est souhaitable pour le consommateur ou la consommatrice finale? Définitivement. Mais voilà. Et j'avais une de mes boss quand je bossais chez Seb qui j'étais chef de produit à l'époque et on faisait lire toutes nos RTB, donc nos Reason to Believe. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce concept. Ouais, je veux bien que tu l'expliques, c'est important, ouais. Quand on fait un produit, il a un bénéfice principal qui peut être son USP, du coup, son Unique Selling Purpose. Mhm. Et après, il va avoir des bénéfices secondaires. Chacun de ces bénéfices doit être appuyé par une validation qui soit tangible à l'échelle du consommateur. Je donne un exemple. J'achète une brosse à dents d'une certaine marque, on me dit les poils de la brosse à dents ils font telle épaisseur, donc du coup ça pourra aller beaucoup plus dans les interstices dentaires. Voilà, ça c'est une RTB. Le poil de ma brosse à dents il fait tant de micromètres. Euh, voilà. Et du coup, donc on faisait relire les Mhm. RTB de nos produits par le service légal chez Seb, hein, comme la plupart des boîtes, des grosses boîtes aujourd'hui, font relire les bénéfices et les RTB par les services juridiques. Tout à fait normal en termes de process d'ailleurs, hein, ça semble assez logique. Et je me rappelle que ma boss qui avait bossé en cosméto me disait toujours je suis hallucinée des RTB qu'on laissait passer quand je bossais en cosméto versus à quel point on est dur avec nous-mêmes chez Seb. Alors chez Seb, c'est lié à d'autres choses. C'est une boîte qui est qui est très concernée par les sujets de responsabilité, etc. Ils font pas tout parfaitement, mais en tout cas, ça s'incarne par des choses très concrètes comme ces relectures de RTB qui sont très dures en fait en interne. Et je sais que des fois, elle était un peu frustrée parce qu'elle me disait, voilà, on peut sortir des RTB qui n'ont aucun sens dans le monde de la cosmétique intellectuellement. Par contre, nous, pour vendre des fers à repasser, on se galère à mesurer du débit en grammes par minute de façon ultra complexe, etc. Alors qu'on pourrait juste mettre un truc genre grossier au ballpark et en fait le consommateur ou la consommatrice serait pas perdante en plus in fine quoi. Mhm. Et ça m'a beaucoup marqué. Et je pense que c'est aussi, ça a été une prise de conscience ultra forte chez moi, ces conversations avec ma boss de l'époque, parce que je me suis bien rendu compte que selon l'entreprise, les positionnements de marque, etc., on n'attachait pas, les marketeurs n'attachaient pas la même importance à la qualité de la transparence et de l'information qui est fournie au consommateur final. Mhm. Ouais, c'est là où encore on en revient au rôle qu'a joué l'entreprise dans sa culture, dans les process mis en place en interne, etc. Ouais. Mhm. Ok, pour finir sur une note un peu plus positive, comment est-ce qu'on fait pour que les choses changent dans nos métiers aujourd'hui? Je pense que il y a un peu,
y a plusieurs pistes à explorer. Déjà, je pense qu'il est important que dans les écoles ou chez les marketeurs les plus jeunes, on appuie sur le fait qu'il y ait des marques qui arrivent à le faire. C'est-à-dire que, alors je vais prendre l'exemple que tout le monde prend, mais voilà, on va aller voir Patagonia versus Nike au hasard. On se rend bien compte que les deux font des produits de athleisure ou athlétique avec des stratégies de responsabilité qui sont à peu près aux antipodes et qui sont aussi exprimées de façon totalement différente via la pub, etc. Donc c'est possible. C'est une question de volonté des dirigeants, des fondateurs, des fondatrices, mais c'est réellement possible. Ça, je pense que c'est important de le dire, de le clamer et de pas en démordre. Ensuite, il y a un deuxième sujet qui est, et là c'est plus des initiatives personnelles, mais demain, moi, j'ai 22 ans, je sors d'école, etc. Est-ce que j'ai envie de prêter main forte à une entreprise qui a un impact positif, un impact neutre ou un impact négatif à l'échelle de la planète? Ben, en ce moment, on a tous vu les vidéos de remise des diplômes, etc. Il y a des gens qui veulent plus aller dans certaines entreprises parce que elles n'ont pas l'impact ou elles aimeraient avoir sur la planète ou sur le monde en général, hein, d'ailleurs. Euh, je pense que ça aussi c'est important d'en parler parce que ça permet à tout le monde de prendre conscience que quand on va bosser pour une entreprise, déjà notre salaire il est payé par les revenus de cette entreprise, hein, on est sur le PNL de la boîte en tant que salarié. Est-ce qu'on veut vraiment recevoir l'argent d'une boîte qui vend des services ou des produits qui sont pas clean pour quelque raison que ce soit? Bah je sais pas, c'est compliqué. Moi, demain, si je devais bosser dans l'industrie pétrochimique, j'y réfléchirais quand même à deux fois. J'ai peut-être pas envie de recevoir de l'argent qui pollue autant, qui fait ce genre de choses à l'échelle de la planète. C'est comme une dialectique qui est là depuis très longtemps. Est-ce que demain, tu as un très beau job qui t'est proposé dans l'armement, est-ce que tu y vas ou est-ce que tu y vas pas? Voilà, c'est un peu ça, mais bon, à l'époque, c'était juste si on tuait des gens ou pas. Là, maintenant, c'est un peu élargi comme débat. Est-ce qu'on a un impact écologique et social, sociétal positif? Ça va un peu au-delà de juste est-ce qu'on tue des gens ou pas. Euh, voilà, donc je pense que ça permet, voilà, d'aider les plus jeunes à réfléchir à pour qui je veux travailler. En plus de comment je peux faire un produit. Et puis après, il y a le sujet de il y a de plus en plus de moins de 25 ans qui lancent leur boîte tout de suite après l'école. Je pense que c'est important d'en parler parce que ils ont le choix de lancer les produits et les services avec un niveau de responsabilité plus ou moins élevé. Du coup, je pense que c'est primordial d'au moins qu'ils aient un choix conscient de ce qu'ils font. Après, peu importe ce qu'ils font, c'est pas, ça c'est des choix individuels, mais en tout cas, qu'ils soient conscients. Et je finirai en parlant du bouquin de Pascal Demurger, L'entreprise du XXe siècle sera politique ou ne sera pas. Euh, bah, le PDG de la Naïf, du coup, hein, pour lui, l'analyse situationnelle est ultra claire. L'entreprise devrait être politique, l'entreprise devra être responsable, parce qu'en fait, une entreprise responsable demain enfin, irresponsable sera morte de facto. Voilà. Donc ça aussi, c'est une question de pari d'avenir. Est-ce que on veut consacrer de l'énergie, du temps, de l'argent à des entreprises qui vont en fait mourir, selon Pascal Demurger, oui ou non? Alors après, on pense que Pascal Demurger, il est smart ou pas. Ça, c'est une opinion personnelle, mais en tout cas, ça vaut le coup de se poser la question de quel genre d'entreprise on veut soutenir en fait. Complètement. Ce point du donner les informations, éduquer pour au moins que le choix soit fait en pleine conscience dans les actions, je le trouve hyper important. C'est aussi ce qui est un peu derrière ma démarche de ce podcast, c'est se poser des questions, donner plus d'informations pour qu'en fait, quand je vais mettre en place une stratégie de marketing, bah je vais au moins avoir différentes options et avoir aussi différents critères d'évaluation de ces options qui sont pas juste uniquement c'est quoi le ROI de cette action, quoi. Ben ouais. Est-ce que tu aurais des exemples inspirants d'entreprises appliquant de l'éco-marketing? Je pense qu'il y a déjà un effet générationnel dans les entreprises. Je vais m'expliquer. Je pense que il y a des entreprises qui s'engageaient très tôt dans ces changements-là, qui du coup
ont impacté leur organisation, mais qui ont raté un peu certains autres combats qui sont plus récents. Du coup, on a déjà en fait un millefeuille d'entreprises avec des niveaux d'engagement qui sont liés au moment où ils ont commencé à le faire en fait. Moi, quand je dis par exemple, tu vois, j'ai commencé ma carrière à la SNCF. SNCF, c'est un groupe qui s'est toujours ultra engagé sur ces problématiques. Voilà, il y a eu des moments où ils étaient un peu en retard sur certains combats, du coup, etc. Puis là, ils reviennent un peu. Enfin, voilà. Mais voilà. Après, j'ai bossé chez Seb. Ben, c'est une boîte aussi qui est ultra engagée pour plein de raisons. Ben là, ils sont peut-être en retard sur certains sujets. Je sais que, par exemple, ils n'ont pas encore réussi à ils le disent d'ailleurs sur leur site, je crois, mais il y a qu'une partie du fret asiatique qui passe par train. Il y en a encore beaucoup qui sont en super conteneurs et encore même un petit peu en avion. J'imagine que c'est très faible, mais ça doit encore arriver. Surtout en ce moment avec les lead time super challengés à l'essai de la supply internationale. Mais bref, tout ça pour dire que donc il y a un peu un millefeuille maintenant d'entreprises qui sont responsables avec des niveaux de responsabilité qui dépendent en fait du moment où ils ont commencé à engager leur démarche. J'ai pas envie de leur jeter la pierre, c'est parce que, en fait, souvent, c'est des démarches qui prennent bien, allez, 5, 10 ans, de toute façon, à l'échelle d'un grand groupe. Donc, de toute façon, s'ils ont engagé la démarche, je sais pas, en 2010, bah là, en fait, ils doivent respirer un coup avant de repartir dans une nouvelle démarche pour s'actualiser sur les combats contemporains. Donc, il y a toute cette vague-là d'entreprises qui ont commencé plutôt tôt, dans les années 2000, etc. J'aime beaucoup Seb, moi j'y suis passée, je suis ultra contente d'être passée chez Seb. L'éco-conception chez Seb, c'est un vrai truc, etc. Donc il y a vraiment des choses. Côté SNCF, il y a une responsabilité sociétale et sociale, enfin en tout cas une volonté de qui est ultra forte aussi. Voilà, c'est des entreprises que j'ai connues de l'intérieur en plus, donc je suis très à l'aise pour dire que c'est des vraies choses qui s'y passent, c'est pas juste du décorum. Après, dans une autre mesure, Decathlon essaye de faire des choses. Alors c'est plus un aspect sociétal, c'est servir le meilleur produit enfin, au consommateur final pour le meilleur rapport qualité-prix. Ça reste un engagement sociétal fort, c'est le sport pour tous, etc. Alors après, du coup, ça a des conséquences, c'est que du coup, tout est fait en fariste, etc. Donc c'est un peu compliqué, mais en tout cas, c'est intéressant. D'ailleurs, pour la petite blague, j'avais demandé à mes étudiants le sujet final de partiel du cours, c'est souvent de comparer deux entreprises qui sont sur le même le même secteur. Et là, cette année, j'avais demandé à comparer Decathlon et Patagonia, qui ont tous les deux des engagements très différents, euh, mais pour autant réels et tangibles dans les deux cas. Et voilà. Voilà. Et après, non, après j'ai envie de citer des PME. Mais du coup, ça va pas être très connu. C'est des dirigeants et des dirigeantes qui sont autour de moi. Par exemple, je pense à Joseph Lasserre du groupe Doumer, qui est un groupe de TP, enfin de bâtiments, quoi. Ils font charpente, plomberie, enfin tout ça. Qui, lui, à titre perso, est ultra convaincu aussi bien de l'aspect responsable écologique que social des entreprises. Et Joseph passe beaucoup de temps à se demander comment être plus responsable écologiquement, mais aussi socialement. Voilà, c'est pour moi dans une industrie comme le BTP, qui est pas une industrie qui respire la responsabilité de prime abord, c'est des engagements qui sont ultra forts à titre individuel et qui sont liés aux engagements personnels des dirigeants et des dirigeantes, hein, en fait. Euh, voilà, par exemple, il y a plein de SN en ce moment qui s'engagent sur les problématiques sociales et sociétales. Nous, chez Koji, on a fermé, mais on avait un engagement social et sociétal super fort. Il y a d'autres gens comme Shodo à Paris qui le font aussi, etc. Donc, on sent bien que et du coup, tout ça, c'est plus une deuxième vague de responsabilité post-démarche RSE, etc. Il s'agit bien vraiment de réévaluer la chaîne de valeur et pas juste de faire des actions qui soient là pour le décorum. Voilà. Donc c'est un peu les deux orientations. Soit on va aller taper sur des groupes ou des entreprises qui ont commencé il y a plus longtemps et qui du coup sont pas tout à fait actuelles dans leur démarche, mais qui ont mené des démarches de changement de fond fortes et réelles, ou alors des sociétés plus jeunes ou qui ont commencé plus tardivement et donc qui sont plus contemporaines dans leur façon d'appréhender les problématiques. Je pense que ces deux types d'entreprises sont ultra intéressants.
parce que ça n'a pas été les mêmes démarches et ça n'a pas été fait de la même façon. Et surtout, c'est hyper intéressant d'avoir les retours d'expérience des boîtes qui se transforment depuis 10 ans en fait, parce que avant ça, de toute façon, ça n'existait pas vraiment. Donc, c'est un peu les pionnières, en fait, en matière de changement très profond des business models et des chaînes de valeur. Donc, c'est toujours intéressant, même si elles sont pas toujours totalement contemporaines aujourd'hui, d'aller voir ce qui s'est passé chez elles sur les 10 dernières années. Complètement. Je vais regarder tout ça en détail. Adélaïde, si je te dis slow marketing, tu penses à quoi? Pour moi, le flow marketing, c'est une démarche globale qui vise à distribuer moins de produits, donc à vendre moins, in fine, à le vendre de façon moins agressive, donc en sollicitant moins les consommateurs dans les vagues de communication, et hypothétiquement en n'étant pas dans une logique de marge infinie, donc en vendant entre guillemets moins cher que la compétition pour avoir un prix plus juste. Donc moins vendre de manière moins agressive et moins chère. Je suis pas sûre que toutes les marques adhèrent, mais c'est intéressant. C'est un débat de fond, est-ce qu'il faut vendre moins cher ou pas? Est-ce que le niveau de marge, mais là c'est un débat très profond et très intéressant. C'est en fonction des structures actionnariales, c'est plus ou moins possible parce que si on a des actionnaires, évidemment, il y a un enjeu de dividende ultra fort, il y a un enjeu de rating à l'échelle des marchés, etc. En plus pour les sociétés cotées. Moi, je pense que les entreprises qui seront le vecteur de plus de changements, c'est les entreprises qui n'ont pas d'actionnaires externes, où en fait les actionnaires sont les dirigeants ou alors enfin peu importe, mais peuvent se permettre entre guillemets de gagner moins d'argent au moins pour un temps donné. Puisque les entreprises qui ont des actionnaires externes, enfin des entreprises cotées, etc., pourront pas vraiment se payer le loisir d'avoir un changement de responsabilité, de niveau de responsabilité drastique, ne serait-ce que parce qu'en fait elles ont un reporting trimestriel à assurer et que en ce sens c'est totalement impossible de mener des politiques de changement à l'échelle de plusieurs années quand on fait un reporting trimestriel. Et ça, je renvoie tout le monde vers Pascal Demurger sur ce point. Il l'explique très bien. Et je pense que moi, j'ai bossé dans les sociétés cotées. Je me suis bien rendu compte que déjà mener une action à l'échelle de toute une année, il fallait vraiment motiver le Comex pour avoir envie d'investir une année sur une action. Alors que, en fait, quand on parle de ce niveau de changement, il faut motiver un Comex sur plusieurs années. Donc c'est là qu'on se rend compte que la finance a tout son rôle à jouer et les modes d'investissement ont tout leur rôle à jouer sur le sujet de la responsabilité en fait, puisque sans eux il y aura pas de possibilité en fait. Dernière question. Selon toi, si je devais inviter quelqu'un sur ce podcast pour parler de marketing responsable, ça serait qui? Je pense que ça vaudrait le coup de prendre quelqu'un de chez Seb pour Ouais. expliquer c'est quoi l'éco-conception chez Seb ou et aussi comment on construit une gamme de produits chez Seb versus les concurrents de chez Seb, parce que Ok. c'est très, très, très différent. Moi, quand je bossais au soin du linge, donc sur les faire passer, on a un concurrent de Seb qui a lancé un produit dont les RTB étaient totalement bullshit, qui a créé une nouvelle catégorie de produits totalement bullshit pour pouvoir vendre des produits qui étaient vendus avant à des taux de marge plus faibles à un taux de marge beaucoup plus élevé. Ok. Et ça, en termes de STP et de mix, c'est juste l'enfer. Je citerai évidemment pas le concurrent, mais ils ont créé une toute nouvelle sous-catégorie de produits dans le soin du linge, juste pour pouvoir augmenter leur marge et en apportant aucun nouveau bénéfice quasiment au consommateur final. Ok, super intéressant. Si t'as quelqu'un à me recommander avec qui je pourrais avoir ces conversations, ça serait top. C'est-à-dire pour une mise en relation. Où est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce que tu as une actualité, un message que tu voudrais faire passer avant de finir? Et on peut me suivre sur LinkedIn. Venez alimenter mes futurs 7000 abonnés pour pour atteindre ce nouveau palier. Sur LinkedIn, je parle beaucoup de responsabilité sociale. C'est un de mes principaux sujets à titre individuel. Je suis pas une experte de la responsabilité environnementale du tout. Et je parle aussi beaucoup des problématiques de genre en entreprise, parce que c'est un sujet qui est proche de moi comme je suis une femme. Et je parle aussi pas mal de tech, parce que c'est l'industrie dans laquelle je bosse et j'aime bien essayer de donner des insights parce que c'est une industrie qui est pas toujours très bien comprise par tout le monde. Donc j'aime bien partager les choses que j'ai découvertes ou que je découvre toujours sur cette industrie qui est en train enfin qui change déjà en fait notre quotidien depuis des années et qui n'a pas fini de changer notre quotidien. Bah écoute, merci beaucoup Adélaïde pour cette discussion. Merci à toi, Année. C'était trop chouette de parler d'un sujet super important comme celui-là.
C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur comment faire le tri dans ces mailing lists. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter Slow Marketing sur Substack. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.